Bonjour, donc avec cette vidéo qui arrive très rapidement après la précédente, qui s'appelle Effrayant, où est l'uranium? En fait, il y a vraiment des nouvelles qui sont très importantes et rassurantes, donc je vais en parler tout de suite. J'ai publié quelques vidéos sur ce qui se déroule en ce moment en Iran, et une dernière nouvelle qui vient de tomber sur Sky News, qui est un site en langue anglaise évidemment. Trump remercie l'Iran pour la notification de l'attaque de missiles sur une base US et espère et partage l'espoir pour la paix dans la région. Donc on a clairement un échange de bons procédés. En fait, les Iraniens disent qu'ils ne sont pas en guerre avec les États-Unis. Les États-Unis viennent juste de répéter par la voix de DJ Evans qu'ils ne sont pas en guerre avec les Iraniens. Alors ils s'échangent des missiles, mais personne n'est en guerre avec personne. Et en fait, voilà, les Iraniens ont prévenu à l'avance qu'ils allaient envoyer des missiles. Je suis persuadé que les missiles devaient viser en dehors, dans le désert probablement. Et donc, les missiles ont été poliment interceptés par les contre-missiles américains. Et donc, voilà, tout le monde est content pour ce round un peu d'action. Donc, quelque part, ça jette une lumière quand même plutôt optimiste, on va dire, sur la suite des événements, en tout cas. C'est-à-dire que, alors, il y a des gagnants et il y a des perdants. Disons que les gagnants, c'est l'économie du monde et la Chine en particulier. Pourquoi la Chine? Parce que, mine de rien, elle ne se retrouve pas entraînée dans un conflit avec un manque, et je parle bien de la Chine, avec un manque de pétrole. Ils vont pouvoir continuer à profiter du pétrole iranien, donc c'est quand même très important pour eux. Les gagnants, quelque part, c'est quand même aussi les États-Unis, parce que mine de rien, ok, bon, ils ont envoyé quelques bombes, ils ont un peu montré les muscles, tout ça, mais finalement, bon, il n'y a pas eu de victimes. Ça n'a pas déclenché une pollution radioactive, apparemment. Donc, voilà, il y a eu les bombes qui ont été lancées. L'opération a coûté un peu cher, mais finalement, les B2 sont rentrés tous à la base, tout le monde est content, etc. Et finalement, Trump a pu féliciter tout le monde. Et bon, finalement, ça s'envenime pas en fait entre les États-Unis quand même et l'Iran. Alors, ça s'envenime pas, mais on peut aussi noter quelque part que les Européens sont aussi les gagnants de cette histoire-là, parce que mine de rien, les Européens auraient aussi été un peu comme la Chine, en fait, entraînés indirectement par le fait que l'approvisionnement en pétrole aurait été beaucoup plus problématique, et peut-être même en gaz. Je ne sais pas si les autres pays du Golfe en fait fournissent du gaz, mais en tout cas en pétrole, c'est clair que ça aurait vraiment posé un problème à l'économie mondiale. Donc voilà, je pense que tout le monde respire après cet épisode. Ça montre aussi que les protagonistes ont probablement pas envie vraiment d'en découdre à ce point-là. Ça veut dire, quelque part, je pense que le régime en Iran ne se sent pas vraiment le dos au mur, en tout cas pas pour l'instant. C'est vrai qu'à partir du moment où les Américains n'attaquent pas l'Iran, c'est vrai que bon, ok, il y a les bombardements, mais sinon, à part ça, on va dire que je pense pas ils aient vraiment de gros soucis. Voilà. Et les Américains, on va voir un peu aussi quand même ce qui s'est passé. Donc, le New York Times, Iran lance des missiles vers une base américaine au Qatar. Bon, il n'y a pas ça. Le petit truc que vous voyez en vert là, c'était un reflet en fait de la caméra. Mais sinon, les autres, ouais, vous voyez les missiles qui sont en train d'être interceptés. Voilà, bon, il n'y a pas eu de victimes.
Il y a eu donc ils ont prévenu en avance, donc voilà, enfin je veux dire, c'est plus histoire d'envoyer des fusées et c'est plus un geste symbolique. Mais quelque part, c'est quand même important, hein, c'est quand même très important parce que ça montre une vraie désescalade en fait, hein. Et je pense que quelque part, ça permet aussi de donner un, comment dire, une chance à la paix. Donc, et ce qu'il faut bien voir aussi, il y a deux points en fait. Il y a deux points. Il y a d'une part le MAGA, donc Make America Great Again. Par exemple, on a quelqu'un de très influent, hein, de MAGA. Donc on voit, elle est représentée ici avec Ted Cruz et puis Donald Trump. Elle a 1,5 million d'abonnés sur Twitter et on peut voir un de ses tweets, hein. Je veux dire, quelque part, il y a vraiment une lame de fond MAGA aux États-Unis qui est vraiment contre la guerre. Donc j'ai dépensé des millions de dollars, hein, de mon propre argent pour travailler, pour voyager à travers tout le pays, les États-Unis, pour faire campagne pour le président Trump. Et son agenda Make America Great Again et ses promesses. Donc, et son agenda incluait ses promesses. Plus jamais de guerre étrangère, plus jamais de changement de régime, un monde en paix, et and this is what the people, donc voire plus, hein. Et c'est pour ça que les gens ont voté. Déjà 6 mois, et nous sommes de retour dans des guerres étrangères pour changer les régimes, et avec la Troisième Guerre mondiale. Donc voilà. Donc ils ont l'impression que ça a complètement changé, hein, du tout au tout. Donc je ne traduis pas de manière tout à fait exacte, hein. Je vais quand même... bon, il n'y a pas... Je vais essayer de... Voilà, il y a la traduction, génial. Ok. Donc ça, voilà, ok. Guerre étrangère. Cela ressemble à un appât et un changement complet pour plaire. Ouais, enfin bon, la traduction n'est pas sublime, hein. Aux fauteurs de guerre, aux contrats du complexe militaro-industriel et aux personnalités de la télévision néoconservatrice que MAGA déteste et qui n'ont jamais été Trumpers, qui n'ont jamais été partisans de Trump. Après le langage des bombes, on nous a annoncé un succès total et les capacités de l'Iran ont été totalement... Ensuite, on s'est rapidement tourné vers les installations nucléaires iraniennes, partiellement endommagées. Maintenant, nous ne savons pas où se trouve leur uranium enrichi. Voilà, c'est ce que je disais en fait. Effectivement, enfin, je veux dire, c'est pas... Soyons très clairs, mes enfants ont 22, 25 et 27 ans. Je me battrai littéralement contre n'importe qui pour son avenir, pour leur avenir. La traduction n'est pas terrible. Et leur avenir, il doit être libre des guerres étrangères de l'Amérique qui provoqueraient des attaques terroristes sur notre patrie et des conscriptions militaires et une guerre nucléaire. Conscription militaire, oui, le souvenir de la guerre du Vietnam est encore très puissant aux États-Unis, hein. C'est pour ça, parce que c'était des conscrits qui ont été envoyés au Vietnam. Je me bats. En fait, c'est vraiment l'Amérique profonde, en fait. C'est l'Amérique des voilà, des gens qui ont été envoyés au Vietnam. C'est un peu l'Amérique. Donc je me bats pour qu'ils aient un avenir où ils peuvent se permettre d'acheter une maison, payer une assurance, etc. Bon, ok. Et de ne pas avoir notre propre gouvernement financé par les contribuables qui détruisent tout. Donc voilà, ils sont très remontés à l'intérieur d'eux-mêmes, hein. À l'intérieur des États-Unis. Contrairement à ce que pensent et protestent les baby-boomers démocrates endoctrinés, Trump n'est pas un roi, MAGA n'est pas une secte, et je peux et ma propre opinion. Les baby-boomers, bon, pourtant elle a pas l'air très jeune quand même, hein. À quel âge?
Oh ouais, elle est quand même plus toute jeune, hein. Enfin bon, bref. Donc voilà. Voilà. Donc ça, c'est la base de Trump. Et je pense que on a peut-être un peu sous-estimé le fait que euh, aujourd'hui, hein, donc le 23 juin, il y a eu une rencontre, hein, le ministre des Affaires étrangères iranien a fait un speech hier. Et en fait, donc aujourd'hui, il a rencontré Poutine à Moscou. Donc Poutine a dit au ministre des Affaires étrangères iranien qu'il n'y avait pas de justification pour l'attaque américaine. Bon, ça c'est assez normal, c'est assez entendu en fait. Mais voilà, on peut se demander quelque part si d'une certaine manière, quand même, il n'y a pas eu peut-être des bons offices et que Poutine a peut-être servi d'intermédiaire entre les Iraniens, en fait, et Trump, peut-être pour calmer le jeu, pour faire en sorte, parce que finalement, cette guerre qui s'annonçait, en fait, arrange personne, hein. Et en plus, ce sont pas ni les Iraniens, en fait, ni les Américains qui ont déclenché cette guerre, hein. Ils se sont trouvés mis devant le fait accompli et personne n'a vraiment intérêt à cette guerre. Donc, je pense que c'est pour ça que il y a tellement de retenue de part et d'autre et voilà, l'Iran par le simple fait que c'est ça aussi qu'il faut, à mon avis, dont on ne parle pas, hein, mais c'est quand même vraiment très important. Quand on parle de l'énergie nucléaire, quand on parle de l'énergie nucléaire, quand on parle de l'atome, c'est quand même quelque chose qui est très particulier. Euh, on a banalisé l'atome, l'énergie nucléaire ces derniers temps en Europe, de manière à pouvoir, parce qu'on s'est aperçu finalement que comme on n'avait pas de pétrole et pas de gaz, et ça commençait à devenir un problème. Donc il fallait à tout prix avoir l'énergie nucléaire. Mais l'énergie nucléaire, le problème c'est que c'est quand même une énergie sale, radioactive. Il faut y faire très attention. Euh, on dit que c'est une énergie durable, mais il faut des solutions pour la recycler, cette énergie. C'est-à-dire qu'une fois que le combustible a été utilisé, il faut le stocker quelque part. Voilà, et ça, je ne sais pas s'il y a des réponses vraiment à ce sujet-là. Et s'il y en a, ce sont des réponses qui sont chères, hein, parce que c'est nécessairement sur des centaines d'années, donc c'est des choses qui ont un coût quand même. Mine de rien, on ne peut pas enlever le coût du recyclage. Mais voilà. Et c'est 3% d'enrichissement, hein. C'est 3% d'enrichissement, donc c'est très très peu enrichi. Par contre, les Iraniens sont arrivés quand même à enrichir visiblement, d'après ce que j'ai compris. Donc, soit ils ont des stocks à 60%, ils ont apparemment réussi à arriver jusqu'à 80 ou voire 90% ou pas loin. Donc finalement, ils sont quand même à la tête d'un stock, alors que ça soit dans leur en zone de stockage ou enterré dans les bunkers qui ont été bombardés, hein, je veux dire, mais quelque part, c'est de toute façon toujours sur leur sol. Et donc, ils possèdent maintenant ça. Je veux dire, voilà. Donc, quelque part, euh, ça change de nature. Enfin, je veux dire, par là, c'est déjà trop tard. C'est-à-dire que euh, du simple fait qu'ils possèdent cette matière qui est une matière très dangereuse, hein, on comprend bien pourquoi. Bon, c'est YouTube, hein, je peux pas vraiment, mais je pense que tout le monde comprend très bien de quoi je veux parler. Euh, Ce sont des matières très dangereuses, donc quelque part, même si le régime n'a pas réussi ou n'a pas atteint la bombe, il n'en demeure pas moins qu'il est quand même à la tête, on va dire, d'une certaine quantité de matière radioactive enrichie et donc extrêmement dangereuse, ne serait-ce que par son contact, enfin direct, etc. Donc c'est un très gros problème. Et à ce moment-là, peut-être, à un moment donné, il faut commencer à considérer l'Iran
peut-être pas comme un pays qui a la bombe atomique, mais en tout cas un pays qui est vraiment dans une zone un peu grise, c'est-à-dire qu'il ne fait plus partie des pays qui n'ont qui n'ont pas la technologie euh, et les composants atomiques, mais il ne fait pas partie du club de ceux qui ont eu la bombe, de ceux qui ont la bombe. Mais voilà, c'est une espèce de zone grise, de zone intermédiaire. Et je pense que euh, tout le monde, quelque part, dans les sphères dirigeantes, hein, je veux dire, des pays, que ce soit la Russie, les États-Unis, probablement l'Europe aussi, comprennent très bien que bah, voilà, c'est pas possible de faire trop n'importe quoi quand même. Et donc, et les Iraniens, je pense, probablement aussi en ont eux-mêmes conscience, parce que mine de rien, il y a un exemple qui est très connu quand même, hein, c'est la Corée du Nord. Enfin, la Corée du Nord, euh, la Corée du Nord a eu la bombe, mine de rien. Alors, je ne sais pas combien ils ont de bombes de tête, hein, probablement, j'avais cru une dizaine, je ne sais pas si c'est le nombre, ou peut-être moins, peut-être un peu plus. Mais finalement, il s'est rien passé. C'est-à-dire que au bout d'un moment, ils ont eu la bombe, mais voilà, quelque part, ça leur, c'est pas ils peuvent pas faire grand-chose d'autre avec que de mettre en place ce que font tous les pays, c'est-à-dire une politique de dissuasion, hein, une politique de dissuasion comme le font tous les pays qui ont finalement la bombe atomique, parce que c'est quelque chose qui est très difficile à gérer. D'ailleurs, même pendant le conflit Ukraine-Russie, personne n'a touché à tout ce qui était atomique. Je veux dire, il y a eu beaucoup de déclarations, il y a eu beaucoup de choses comme ça, mais la réalité concrète du terrain, c'est que personne a volontairement touché à quelque chose d'atomique ou de nucléaire. Donc, il y a vraiment quelque part, on comprend très bien. Et je veux dire, ça serait normal, n'importe quel pays qui utiliserait soit des matières fissiles, enfin, soit la bombe atomique, soit des matières fissiles, deviendrait immédiatement un paria vis-à-vis de la communauté internationale. Et là, ça changerait de nature. On serait vraiment sur quelque chose du degré euh, comment dire, du ressenti de ce qu'ont pu ressentir les Alliés vis-à-vis des Allemands après la Seconde Guerre mondiale. Enfin, je veux dire, on en est vraiment sur ce genre de truc-là. Je pense que la bombe atomique, on en a entendu beaucoup parler ces derniers temps, hein, surtout à cause du conflit en Ukraine. La bombe atomique, c'est quand même quelque chose de vraiment... c'est un tabou particulier, et pour l'instant, il n'y a pas un pays ou même une entité qui pourrait vraiment l'utiliser. Donc c'est plus un outil de dissuasion, euh, voilà, de dissuasion, on va dire, pour interdire quelque part euh, que le territoire soit conquis complètement. Euh, Ça évite pas les guerres, c'est ce qu'on a vu avec l'Ukraine et la Russie, hein. Ça n'évite pas la guerre conventionnelle, mais en tout cas, ça évite, disons, voilà, que ça aille très loin. Et, euh, et donc, quelque part, bah, on est peut-être en train d'arriver à un équilibre comme ce qui a pu exister depuis que la bombe atomique existe, hein, en fait, depuis 80 ans, depuis que il y a la guerre froide, l'équilibre de la terreur, enfin tout ce vocable-là finalement, ben, s'applique au cas, au cas des pays qui arrivent très proches en fait du seuil. Et, euh, voilà, le simple fait en fait d'avoir de la matière fissile, d'avoir de l'uranium très enrichi, donc un produit très dangereux, est probablement déjà quelque chose qui place les Iraniens dans une position différente
des pays qui n'ont strictement pas du tout ni la bombe, ni les matières fissiles, etc., quoi. Donc voilà, je voulais annoncer un peu cette nouvelle, parce que bon, quand on voit ça, hein, Trump qui remercie l'Iran pour l'avoir prévenu de l'attaque de missiles sur une base américaine et partage les espoirs de paix pour la région, enfin je veux dire, clairement, en tout cas la tension a priori est quand même retombée entre l'Iran et les États-Unis de manière très significative. Voilà. Bah, écoutez, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.